Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et comme vous le savez, on vient de lancer il y a quelques semaines de cela maintenant nos podcasts sur YouTube, beaucoup de formats vidéo qu'on a mis également de l'avant. Donc, allez jeter un petit coup d'œil, abonnez-vous à notre chaîne. Mais bon, on parle économie aujourd'hui, encore une fois avec Simon Plante. Simon, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci toi Antoine. Ça va très bien. On est le 2 août 2023. La majeure partie des entreprises ont fait leurs annonces aux actionnaires concernant leurs résultats trimestriels. Certaines d'entre elles ne l'ont pas fait. Apple, ce sera demain le 3 août. Uber, la même chose. Il y en a plusieurs, également au Canada, qui n'ont pas été faits. Mais tout de même, on commence à avoir un bon son de cloche du marché et force est d'admettre que c'est positif. Commençons peut-être, Simon, en parlant de ce qui se déroule aux États-Unis parce que les choses vont bien. Oui, les trimestres ont été publiés, puis en particulier, puis ce qui touche entre autres ton auditoire, c'est au niveau des grandes sociétés technologiques. Ça a été un trimestre fracassant en termes là, de à quel point ça a surpris le marché. Puis on a vu la réponse du marché avec une progression qui se poursuit au niveau des grandes compagnies technologiques. Et bon, on parle des entreprises technologiques. Si on fait le tour un petit peu au niveau un peu plus spécifique, commençons peut-être avec la plus grande ou une des plus grandes d'entre elles, Google, donc 74 milliards de revenus pour le deuxième trimestre de l'année. C'est en croissance de 7% sur l'année précédente. 18,37 milliards en bénéfice net. Qu'est-ce que tu fais avec 18,37 milliards en bénéfice net? Je ne le sais pas. Et un des points qui avait marqué également mon attention, c'est les revenus de YouTube. C'est rendu à 7,34 milliards de dollars qui proviennent sur le trimestre des revenus sur YouTube, une plateforme qui est en forte croissance. Est-ce que c'est un indice boursier qui a capté ton attention, ce qui s'est déroulé avec Alphabet? Oui, définitivement. Puis lorsqu'on a déballé aussi les chiffres à propos d'Alphabet, ce qui m'a aussi étonné, là, c'est qu'actuellement, là, il y a beaucoup de déploiements d'investissements dans l'intelligence artificielle générative. 70% des plateformes d'infonuage, ben, hop pour Google Cloud. Puis, on peut parler de YouTube, ça va faire un beau parallèle avec Meta, mais dans l'ensemble, ce qu'on observe pour la majorité des grandes compagnies technologiques, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. Un, c'est la croissance des ventes. Ces compagnies-là continuent de croître avec une cadence évidemment moins mirobolante qu'il y a peut-être 5 ans, 6 ans, mais elle est quand même élevée. Quand tu regardes des sociétés comme Alphabet ou Meta qui croient 8, 10, 12 c'est nettement au-dessus de l'économie. C'est nettement au-dessus de leur secteur d'activité. Parce qu'en ce moment, le secteur d'activité dans les ventes de commerce, de la publicité en ligne, c'est un marché qui croît peut-être à du 5 puis on voit mais on voit que ces compagnies-là gagnent des parts de marché, sont en train de prendre l'oxygène à des concurrents quand ta croissance est supérieure à la moyenne de l'industrie. Fait que les ventes, ça va relativement bien. Mais là, ce qui est nouveau, c'est ce que depuis 10 ans, ces compagnies-là, il y avait une croissance à tout prix. Donc, le côté là, dépenses, c'était moins analysé. Mais là, le Hmm. message est clair. Puis autant pour les grandes compagnies technologiques, je vais inclure Netflix dans ce trimestre-ci, il y a des coupures. Il y a une gestion beaucoup plus prudente. Puis ça, c'est juste le début. Et c'est là que tu vois vraiment le levier opérationnel puis des bénéfices. Donc, on se met à la place d'un chef des finances là, dans les prochains trimestres d'une grande compagnie technologique. Tu combines croissance des ventes supérieure à la croissance économique d'un pays, combiné avec une réduction des coûts. Excusez l'expression, mais c'est le party au niveau des résultats trimestriels, parce que ça réjouit vraiment les actionnaires, surtout que maintenant, avec l'environnement où on en est, il y a une plus d'orthodoxie financière, puis on voit finalement les compagnies atteindre la rentabilité davantage. Définitivement. Puis bon, parlons un petit peu, tu as amené le point de Meta. Et par la suite, on discutera également un petit peu de Netflix. Donc, Meta, eux, ils ont fait de la croissance à deux chiffres. On l'a vu, Google, c'était à 7%, donc à un chiffre, mais Meta est allé encore plus fort. Donc, 11% de croissance comparativement au deuxième trimestre de l'année dernière. C'est 31,5 milliards de revenus. Simon, c'est leur deuxième plus gros trimestre historiquement après le Q4 de 2021. On se rappelle, le Q4 2021, c'était en plein COVID, tout était fermé, la publicité en ligne, ça allait très, très bien. Donc, un de leurs plus gros trimestres à tout jamais, 7,8 milliards de profits. C'est également leur trimestre avec le plus de profits dans les 2 dernières années. Euh,
eux autres aussi ont l'air de s'être bien replacés. Peut-être seul point qui, des fois, agace un petit peu plus les investisseurs, mais on dirait que c'est plus accepté en ce moment. Une perte de 3,3 milliards orientée au Reality Labs. Mhm. Donc, on le sait, quand l'indice boursier de Meta était à la baisse dans les derniers mois, dans les dernières années, les investisseurs tapaient du poing sur la table de dire arrêtez les investissements pour le Metaverse qui fait partie là, du Reality Labs. Ben là, on dirait que quand l'indice boursier monte, quand Threads est lancé, quand Zuckerberg il a plus d'un tour dans son sac, on accepte un petit peu plus des pertes aussi volumineuses pour le Reality Labs. Là. Non, mais c'est ça, c'est qu'on voit, il y a beaucoup de produits. Il y a le produit Llama d'intelligence artificielle qui va être lancé officiellement. C'est un produit, je pense, qui va être adopté par beaucoup d'entreprises pour développer des nouveaux produits. On a une bonne gestion des coûts. Puis il faut se rappeler aussi, c'est que, on parlait tantôt de YouTube, c'est que la vente en ligne, là, en ce moment, le commerce, la portion que le commerce en ligne accapare au niveau du détail, c'est 10%. On revient dans les normes pré-COVID, mais ça continue de croître. Et le consommateur a été beaucoup plus robuste face à la hausse de taux d'intérêt qu'on a observé parce que ça reste que les salaires ajustés à l'inflation sont super à ce qui était nettement par rapport à 2019. Donc, il y a encore du commerce qui se fait dans le monde en ligne. Il y a encore des consommateurs. Donc, c'est pas un trimestre parfait. Il y a encore des dépenses. Par contre, je pense que on peut pas dire le marché a vraiment été étonné de la capacité d'exécution de Meta depuis 6 mois, ça c'est certain. Là. Clairement, ils sont en train de se refaire une meilleure image, on pourrait dire ça comme ça. Tu as parlé de Netflix un petit peu plus tôt. Bon, un petit peu en deçà des attentes en termes de revenus. Donc, ils ont été capables d'obtenir 8,19 milliards de dollars en termes de revenus. Le marché s'attendait à 8,3 milliards. C'était les attentes. Par contre, au niveau des profits, ils ont fait un petit peu mieux que prévu. Qu'est-ce qui ressort, selon toi, de ce qui s'est déroulé avec Netflix? Ben, net subscriber growth, là, la Clairement. croissance des abonnés, là, ça a vraiment étonné le marché. Mais encore une fois, 5,9 millions de nouveaux clients ouais, non, pour non, Netflix. c'est majeur. Puis le point que je rajoute à ça, c'est encore le même commentaire qui touche la majorité des grandes compagnies technologiques. On tombe maintenant en gestion des dépenses, puis c'est un peu le début, là. Donc, ces compagnies-là, avant, investissaient massivement pour aller chercher une croissance, s'accaparer un leadership dans une part de marché. Puis encore, on a une gestion des coûts qui est phénoménale de la part de Netflix. Donc, on voit que ça peut être finalement des sociétés qui vont générer de plus en plus de bénéfices. Puis c'est ça, je pense, qui peut soutenir le prix de ces actions-là. Euh, on en a parlé récemment, mais c'est sûr que si on regarde la performance des indices boursiers américains, ça a été propulsé parce que on appelle ça les Magnifiques 7. C'est une poignée de titres technologiques qui ont vraiment augmenter leur prix de l'action. Puis devant ça, il y a 3 scénarios. Il y a des gens qui prédisent que ces titres-là vont chuter fortement parce qu'ils font des référents où, par exemple, dans les années 70, on avait la même situation où il y avait une poignée de titres qui dominait le marché. Puis à l'époque, c'était les Nifty 50 avec des Disney, Polaroid qui se transigeaient à 50, 90 fois les profits. Ces compagnies se sont rajustées parce que finalement, leur modèle d'affaires n'a pas justifié ces Bien évaluations-là. sûr. Je penche moins de ce côté-là. Penser que la croissance va être similaire dans la deuxième moitié de l'année, ça aussi, j'en doute, parce que les très optimistes, à un moment donné, les évaluations sont déjà élevées. Par contre, moi, je pense qu'est-ce qu'on observe, c'est que ces évaluations-là vont se soutenir parce que ou en ce moment, il y a plusieurs sociétés technologiques qui se transigent à des multiples relativement élevés par rapport à leurs multiples précédents. Puis, je pense que ces modèles d'affaires-là, on le voit, sont encore pertinents, ce qui va aider à maintenir le prix de l'action. Mais peut-être que les investisseurs vont entendre justement que les bénéfices continuent de croître pour justifier leur évaluation. Et puis, c'est un peu ce qu'on va observer, d'après moi, là, dans les prochains mois au niveau des big tech. Mais ça a vraiment étonné le marché à quel point ces entreprises-là, lorsqu'elles mettent le focus sur l'allocation de capital, la discipline au niveau des dépenses, peuvent être significativement plus rentables que ce qu'on a observé dans le passé. Mais bon, quand on regarde, tu dis que certaines organisations sont peut-être évaluées à des multiples trop généreux, mais si on parle des différents indices boursiers qu'on vient de parler, c'est pas si généreux que ça. Là. Si on regarde un petit peu Google, qui encore une fois a fait 17 milliards de bénéfices nets, comme je le disais, sur une année, c'est quasiment 80-100 milliards de bénéfices nets qui vont être capables de générer peut-être un petit peu moins que ça, mais tout de même, c'est assez colossal.
La capitalisation boursière est à 1,6 trilliard au moment où on se parle. Meta même, capitalisation boursière un petit peu plus au-dessus de 800 milliards, font des bénéfices nets annuels qui vont varier entre 25 et 40 milliards de dollars. Ce pas des organisations qui ont tellement une surévaluation, selon moi. Ben, si je mettrais un degré là-dessus, on a le bargain, effectivement, ils ne sont pas dans ce domaine-là. Je dirais qu'ils sont euh, entre le surévalué et l'évaluation raisonnable. Donc, on est dans le premier quartile en termes d'évaluation. On est limite. Oui, exact. Puis il faut se rappeler que la croissance des ventes, si on prend les référents passés, la cadence de croissance des ventes était supérieure, probablement ce qu'on va voir dans les prochaines années. Mais ce qui peut, entre guillemets, sauver les meubles, aider à maintenir le prix de ces actions-là, c'est le levier opérationnel. Maintenant, la croissance des bénéfices nets va probablement justement se soutenir. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec ton point qu'on n'est pas non plus dans des évaluations mirabolantes où il y en a des fois qui utilisent le terme de bulle. On n'est vraiment pas, à mon avis, dans cet environnement-là. Mais on les paye quand même cher, mais il ne faut pas oublier qu'on achète de la qualité. Puis, je reviens avec les résultats trimestriels. Meta, là, ces résultats sont phénoménaux. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Snap qui a vraiment eu de mauvais résultats. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les très grandes technologies ont encore l'avantage sur le marché, puis c'est les plus petits joueurs en périphérie qui, en ce moment, traînent. Donc, ça renforce l'idée que les gros vont rester puis encore, vont conserver leur avantage concurrentiel. Ah, clairement, une certaine consolidation ici, peut-être même qui est en train de se mettre en place. Peut-être pour revenir à Netflix, qu'on parlait un petit peu plus tôt. Netflix, cette année, l'indice boursier va très, très bien, malgré peut-être une micro-chute récemment après les annonces. C'est plus de 48% cette année, l'indice boursier. Et là, tu parlais de Snapchat. Effectivement, Snap maintenant, que c'est le nom qu'ils utilisent à la bourse. Donc, des revenus de 1,68 milliards de dollars comparativement à 1,1 milliards l'année dernière pour le même trimestre. Donc, une décroissance au niveau des revenus. Il y a une perte sèche de 377 millions de dollars. Donc, clairement, et c'est un très bon article que peut-être je remettrai dans les notes de l'épisode, où est-ce que c'était des gens dans la publicité qui en parlaient. Dans ce qu'on appelle un ad winter, c'est un petit peu dans quoi qu'on est en ce moment. Donc, le ad winter qui est une expression pour dire que c'est pas nécessairement un marché très intéressant au moment où on se parle pour les entreprises pour investir massivement en publicité. On met nos efforts sur des plateformes qui ont prouvé leurs résultats dans le passé, Meta, Google, et on est moins tenté de tester sur des plateformes qui ont été capables jusqu'à maintenant de ne pas nous prouver qu'elles pouvaient vraiment être performantes. Snap en est un exemple. Donc, c'est un petit peu ce que tu dis ici qui est quand même intéressant à mentionner. Avant qu'on passe à certains indices boursiers canadiens, Simon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont marqué ton attention au niveau du marché américain? Non, puis en termes, les résultats sont vraiment. On voit qu'il y a des secteurs d'activité autres comme le secteur industriel avec tout le phénomène d'investissement massif pour décarboner l'économie, d'investissement massif pour ramener de la fabrication. Je pense que c'est ce qui s'est démarqué. Mais dans l'ensemble, ce qui résonne vraiment, c'est à quel point l'économie américaine est plus dynamique qu'on l'aurait imaginé en prévoyant la hausse historique du taux directeur puis ses impacts que ça aurait pu avoir. C'est un peu le constat qu'on fait encore ce trimestre-ci. Bon, on va regarder ce qui se déroule au Canada. Je pense qu'on n'en a pas parlé assez souvent sur le podcast. Donc, certains indices boursiers qui ont capté notre attention. Il y en a 3 que j'aimerais parler, 2 d'entre eux spécifiquement, Lightspeed, Coveo, et on parlera de l'acquisition qui a été faite de Sun Life sur l'entreprise Dialogue. Mais commençons avec Lightspeed. Lightspeed qui n'a pas encore remis ses états financiers, ils vont être annoncés le 3 août prochain, mais tout de même, je pense que c'est intéressant de parler de l'entreprise. Donc, ça peut faire mal à la tête quand tu lis des chiffres comme ça, l'entreprise qui terminait sa fin d'année au 31 mars 2023 a perdu plus d'1 milliard de dollars dans sa dernière année fiscale. On va mettre un gros astérisque ici. Beaucoup d'acquisitions avaient été faites pendant cette année-là. Et si on regarde spécifiquement le dernier trimestre qu'ils ont été capables de dire aux investisseurs, c'est une perte à 75 millions qu'ils avaient affichée, mais tout de même, les revenus sont en forte croissance quand même d'un trimestre à l'autre, et même que le président CEO disait que d'ici mars 2024, l'entreprise risque d'atteindre l'équilibre.
ta vision sur Lightspeed, comment ça se déroule de leur côté, Simon, selon toi? Dans l'ensemble, avant de parler précisément de Lightspeed, on voit qu'il y a un écart en termes d'évaluation entre les sociétés technologiques américaines et canadiennes. Maintenant, comme tu dis, ben, on va parler entre autres de Lightspeed. Lightspeed a été malmené dans la dernière année, mais on voit vraiment qu'en ce moment, sa mission est peut-être un peu mieux comprise de la part des investisseurs. Lightspeed, pour expliquer, là, c'est vraiment une plateforme, premièrement, qui s'est métamorphosée entre le moment qu'ils ont rentré en bourse puis aujourd'hui avec toutes les acquisitions qu'ils ont fait, puis la recherche puis le développement. Aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme qui est vraiment verticale intégrée. Donc, on a maintenant le paiement qui est un gros morceau de Lightspeed maintenant qu'il n'y avait pas auparavant. Puis les systèmes se communiquent entre eux, entre la gestion, entre autres, sont dans le secteur de l'hôtellerie, secteur du commerce de détail, entre autres. Puis si je parle du commerce de détail, on va voir vraiment une jonction entre le e-commerce qui se connecte avec les magasins physiques. Donc, pour des détaillants qui ont des multiples endroits de vente, c'est vraiment un one-stop shop qui est vraiment intéressant. Et là où Lightspeed commence vraiment à se démarquer, je vais donner un exemple dans le secteur du vélo. Lightspeed a à peu près au-dessus de 50% des parts dans le marché des détaillants de vélos. Et là, ils deviennent un peu un outil qui est nécessaire, qui a vraiment une valeur ajoutée, parce qu'à long terme, elle permet de connecter les fabricants avec les détaillants. Donc, disons, je me mets à la place d'un fabricant, je donne un exemple, Schwinn. Si jadis l'expérience qu'on avait dans le commerce au détail, c'est que tu as ton vendeur, ton représentant de Schwinn qui arrive avec son catalogue, rencontre le détaillant, puis c'est un peu au pif, où on va choisir les modèles, les inventaires pour l'année prochaine, puis c'est très difficile à prédire. Aujourd'hui, si j'ai un détaillant qui utilise la plateforme Lightspeed, autant pour son commerce au détail que le commerce en ligne, un manufacturier comme Schwinn peut voir le data réel, puis faire un persona du consommateur, puis peut arriver avec plus des données pour faire les commandes de quel modèle, quel produit va plaire à ce marché-là. Et ça va être gagnant aussi pour le détaillant parce qu'il va mieux gérer son inventaire. Maintenant, après, Schwinn, sur l'écosystème international, peut aller voir un joueur comme Lightspeed puis dire, à travers tous les utilisateurs de ta plateforme, est-ce qu'il y a des détaillants qui n'ont pas encore notre marque de commerce, qui auraient le profil? Et là, on va faire des maillages. Puis des maillages qui rendent vraiment une efficacité au niveau de la production, parce que lorsque Schwinn va acheminer son inventaire, bien, automatiquement, la plateforme web du détaillant va se populer avec les informations nécessaires. Puis de l'autre côté, des détaillants qui voudraient avoir des produits Schwinn, ben, ils vont être capables de justifier la pertinence. Donc, ça va devenir... Quand dans un secteur d'activité, un joueur comme Lightspeed a plus de 25% des parts de marché, ben c'est là que ça devient un peu un incontournable, à mon avis. Et c'est là qu'on va voir cette croissance-là puis cette monétisation de ce modèle d'affaires-là. Ce qui a fait peur aux investisseurs dans le passé, puis je pense que l'équipe de direction de Lightspeed, de tout le secteur technologique l'a compris, c'est qu'il y a une certaine, comme je disais, orthodoxie de la part des investisseurs qui revient, puis on veut atteindre la rentabilité. Actuellement, l'entreprise n'est pas rentable. Comme tu l'as mentionné, elle projette d'être rentable d'ici 2024, mais il ne faut pas oublier que la compagnie a environ 800 millions de dollars en liquidité. Donc, elle n'aura pas besoin de faire de nouvelles rondes de financement. Puis c'est là qu'il faut être prudent lorsqu'on investit actuellement dans des sociétés technologiques qui pourraient être vulnérables à faire des levées de fonds parce qu'il manque de liquidité. C'est un environnement où les conditions sont nettement pas aussi avantageuses qu'elles ont été dans le passé. Mais ça ne sera pas le cas pour Lightspeed parce qu'elle projette d'utiliser moins de 50 millions de dollars pour se rendre à cette fameuse rentabilité-là d'un bailleur ajusté qui serait décent. Donc, à l'inverse, elle a même la liquidité pour faire des rachats d'actions, faire de nouvelles acquisitions ou lancer des nouvelles initiatives. Donc, ça va être intéressant. Je pense que ça va être une année qui est vraiment importante pour Lightspeed parce que là, les investisseurs vont vraiment voir si le management, l'équipe de direction, a la capacité de livrer sur sa promesse d'atteindre la rentabilité, mais aussi de communiquer puis d'exécuter sur le modèle d'affaires qu'elle propose, qui a tant évolué à travers les dernières années suite à leurs multiples acquisitions. Totalement fascinant. Donc, clairement, on doit analyser un indice boursier, pas seulement ses revenus, pas seulement ses pertes, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est très important d'analyser le tout. Et c'est pour ça qu'il y a des professionnels comme Simon qui en font leur métier. Un autre titre qui est intéressant, Coveo. Coveo, qui est une organisation technologique qui a été fondée en 2004
dans la ville de Québec, je pense même, par plusieurs investisseurs, plusieurs hommes d'affaires plutôt, qui avaient eu énormément de succès avant dans d'autres entreprises technologiques qui avaient vendu pour quelques milliards de dollars même. Et on a d'ailleurs reçu le président cofondateur sur le podcast, Louis Tétu. Coveo, qui est sur le marché public depuis un petit peu moins de 2 ans de ça maintenant, si ma mémoire est bonne, Simon. Un indice boursier qui est quand même en hausse cette année de 35%. Les revenus d'un trimestre à l'autre font une croissance assez intéressante. Ça va varier de 15 à 40%. Le dernier trimestre, ça a été aux alentours de 15-16%. Par contre, c'est une organisation qui perd quand même encore beaucoup d'argent. Pour la dernière année, c'est entre 30 et 40 millions de dollars que l'entreprise a perdu, donc elle n'est pas profitable. Mais encore une fois, c'est une organisation qui possède des liquidités, continue à faire de la croissance. Quelle est ta vision également sur Coveo? Bien, ma vision, puis avant d'en parler, là, je vais te dire, là, à ton podcast Hyper Croissant, je me rappelle encore cette fameuse entrevue-là. Je pense que c'est la 100e épisode. Ouais, Puis les, exact. exact. Puis les gens devraient aller l'écouter parce que, à mon avis, là, pour un leader d'entreprise, puis pour apprendre à propos de Coveo, ça a été l'une de mes entrevues préférées que tu as faites à ton podcast. Ouais, Donc un bon ça, entretien. Louis Tétu, c'est facile de faire un bon entretien avec lui. Il est ouais. tellement vulgarisé, là. Ah ouais, non, non, c'est puis il va séparer l'utile de l'accessoire pour vraiment amener l'auditeur à savoir ce qui est important pour son organisation. Pour revenir à Coveo, dans le fond, son modèle d'affaires jadis, puis je pense qu'il est en train d'évoluer avec avec l'intelligence artificielle générative, c'est que dans le fond, quand je suis un commerce au détail puis j'ai une présence en ligne, je vais avoir le plus d'informations sur mon consommateur. Et là, ce que Coveo va faire, ben, quand un consommateur va sur mon site, puis après il le revisite, ben, on lui met un peu de peinture sous les pieds pour voir qu'est-ce qu'il a fait, où il s'est promené, puis on apprend à le connaître parce que maintenant, quand il va revenir sur notre plateforme, on va adapter notre offre pour lui spécifiquement pour s'assurer que son expérience est optimale, qu'on le guide vers les choix qui vont vraiment l'intéresser, mais aussi qu'on le guide vers des choix qui vont nous intéresser en tant qu'entrepreneur pour augmenter notre rentabilité. Donc, c'est une stratégie qui est win-win. Je pense que c'est un produit qui va vraiment continuer d'évoluer. Puis, ils ont vraiment un avantage concurrentiel sur leur qualité de logiciel parce que ils cumulent l'info pour l'ensemble de leurs clients, puis ça optimise le data qui est utile au niveau à extraire pour le commerce en ligne en Bien sûr. particulier. Évidemment, ils ont beaucoup de compagnies de technologie. Je pense qu'il y a un biais vers ça, mais de plus en plus de commerces de consommation s'éduquent à ce propos-là, puis ils vont élargir, vont opter pour ce genre de produit-là. Là où ça devient intéressant avec Coveo, c'est un peu la même situation. Actuellement, les investisseurs, je pense qu'ils donnent une escompte sur les sociétés qui ne sont pas rentables pour les raisons qu'on a mentionnées. Mais je pense qu'il y aurait une possibilité que lorsque ces compagnies-là deviennent rentables, attirent une nouvelle gamme d'investisseurs. Il ne faut pas oublier que les deux compagnies qu'on a parlé, canadiennes, Lightspeed et Coveo, sont des sociétés de moyenne taille avec des capitalisations dans le milliard de dollars. Ils n'ont pas nécessairement une grande masse d'investisseurs institutionnels, mais au fur et à mesure, justement, qu'ils vont prendre de l'amplitude, ben, ils vont attirer l'attention de plus gros des investisseurs. Là où Lightspeed va être intéressant à suivre, c'est deux volets. Récemment, ils ont fait un partenariat avec SAP. Coveo, tu veux dire. Juste pour être Coveo, certain. pardon, Oui. ouais, ça. Avec Coveo, ils viennent faire un partenariat avec SAP. Puis ça, c'est significatif pour deux raisons, parce que maintenant, ils rentrent dans leur écosystème, puis SAP veut faire des ventes croisées, évidemment, avec des outils, puis on va voir justement cette croissance-là se manifester. Je ne veux pas tomber dans des spéculations, mais on peut se rappeler que dans l'ancienne vie de Louis Tétu, un joueur stratégique de mémoire, c'était Oracle, il avait acheté Ben oui. leur ancienne société. SAP, il ne faut pas se cacher, ils ont un gros bas de capitaux de risque, puis c'est un acquéreur en série. Puis c'est sûr que là, maintenant, ils vont peut-être collectionner des données pour mieux comprendre l'entreprise. Sait-on jamais, je ne bâtirais pas ma stratégie d'investissement en spéculant sur une acquisition entre SAP puis Coveo, mais rappelle-moi que si un jour ça se manifeste, j'aurais déjà soulevé la thèse potentielle. Mais ça va être intéressant de voir parce que je pense que ça va vraiment leur ouvrir des parts de marché vraiment intéressants parce que ça paye vraiment des grands joueurs comme clients. Ces deux volets, ça va être intéressant. Maintenant, tout récemment, Coveo a lancé un produit pour justement toucher l'aspect d'intelligence
artificielle générative dans le secteur linguistique parce que si on est une entreprise puis on veut un chat GPT pour notre entreprise, je suis pas certain que les entreprises, les grandes compagnies technologiques comme exemple Dell, sont intéressées à aller sur des plateformes comme Ben non. ChatGPT parce que dans le fond, ils vont donner leurs recettes, leurs données à ces grandes plateformes-là. Donc, ce que tu veux, c'est que tu veux un écosystème fermé où il y a vraiment une sécurité de l'information. Puis Coveo a su faire ça avec leur stratégie numérique qu'ils ont déjà actuellement, puis sont capables de déployer probablement en termes d'intelligence artificielle générative. Ça, on est au début. Ils ont des clients, je pense, qui sont encore en phase exploratoire, mais ça va être intéressant de voir le développement de ça parce que ça pourrait créer une nouvelle ligne d'affaires qui va vraiment attirer l'attention des investisseurs qui ont une vision à long terme, parce que cette exécution-là va prendre du temps, à mon avis. Mais force est d'admettre que je pense que l'intelligence artificielle, comme la stratégie numérique qui est adoptée maintenant par des entreprises traditionnelles, ben, ça va se faire aussi pour l'intelligence artificielle, puis davantage d'entreprises voudront avoir une stratégie d'intelligence artificielle à l'intérieur de leur plan de développement. Et c'est ce qui se dit beaucoup en ce moment sur les grosses entreprises tech. Ils veulent bâtir leur propre ChatGPT. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé, qui est dit, qui est redit, parce que bien entendu, on ne veut pas partager nos données un peu partout. Si on revient à Coveo également, j'ai l'impression qu'eux, en ce moment, peut-être veulent-ils trouver cette profitabilité-là, mais leur croissance est tellement au rendez-vous. Quand tu fais du 15, du 20, du 30, du 45% de croissance, des fois, qu'ils ont fait d'un trimestre à l'autre, s'ils ont de l'argent dans le compte de banque encore, pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Parce que plus qu'ils peuvent grandir, plus qu'ils vont mettre de la valeur autour de cette organisation-là, si ultimement, peut-être même, il y a un achat qui se fait, là. Ben, oui, mais de l'autre côté, il y a quand même une responsabilité face aux actionnaires. Puis je pense que dans l'ensemble, les investisseurs veulent une rentabilité. Donc maintenant, des sociétés comme Lightspeed, Coveo que tu mentionnais, doivent faire un certain choix. Une croissance de 45-50%, ou peu importe le chiffre qu'on pourrait mettre, ça coûte cher. Puis là, je pense que c'est trouver le ballon entre une croissance pour assurer un leadership, mais peut-être à des pourcentages moins élevés qu'on a observés dans le passé pour pouvoir assurer aux investisseurs que l'entreprise peut être rentable plus rapidement. Ce qui est quand même sain parce que dans le passé, on a toujours associé rentabilité à croissance. Depuis quelques temps, on voit vraiment qu'il y a une culture qui a changé, surtout dans les startups, où on met à plus tard l'objectif d'atteindre la rentabilité. Mais là, je pense pas qu'on est dans cet environnement-là. Puis je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'on retrouve ce genre d'engouement-là de la part des investisseurs. Et dernière entreprise que j'aimerais parler un petit peu avec toi aujourd'hui, donc Dialogue qui est cette application de télémédecine qui finalement a été achetée par Sun Life pour 277 millions de dollars. Donc, pour donner un peu de contexte, Dialogue était une entreprise qui était publique. Sun Life était déjà investisseur chez Dialogue. Donc, au final, si on faisait le calcul, ça reviendrait à plus de 277 millions, mais sachant qu'ils étaient déjà actionnaires, c'est le prix qui a été déboursé par Sun Life. C'est une prime de 43% de l'action comparativement à la veille de la transaction. Donc, au final, l'action a été achetée, ou plutôt l'entreprise a été achetée avec une action à une valeur de 5,15 $. Fait important et intéressant à mentionner, au tout début, quand ils ont fait leur entrée en bourse, Dialogue se transigeait à 18 $ l'action, 106 millions de revenus annuels récurrents pour l'organisation. C'est une entreprise qui avait également perdu 25 millions de dollars en 2022. Donc, encore une fois, une entreprise qui avait des revenus récurrents, qui avait une certaine croissance, mais qui n'était pas profitable. Comment tu vois ça un petit peu, cette transaction-là, Simon? Mais quand Dialogue est rentré dans le marché, il y avait vraiment un engouement sur la télémédecine. Amazon faisait des développements, puis il y a d'autres sociétés américaines dans le secteur, parce qu'on voyait vraiment un potentiel de démocratiser l'accessibilité à des médecins via la télémédecine. Je pense que c'est encore pertinent. Par contre, dans l'exécution, c'est très complexe pour ces sociétés-là. En général, c'est très coûteux. L'équipe de direction a pris vraiment une décision, je pense, en faveur des actionnaires en se mariant avec un investisseur stratégique qui avait déjà de l'intérêt, parce qu'évidemment, leurs plus importants clients, c'est les assureurs collectifs qui veulent offrir cette valeur ajoutée-là. Donc, je pense que c'est un choix qui était peut-être difficile à faire pour l'équipe de direction, mais je pense que c'est le bon pour les actionnaires, compte tenu dans l'environnement qu'on est, puis devant les défis que ce secteur d'activité-là vit actuellement, là.
Hmm. Bon, donc ça fait un peu le tour sur ce qui s'est déroulé pour les premiers rapports trimestriels qu'on était capable de voir parce qu'on le répète, ce n'est pas terminé ces annonces aux actionnaires. Comme on le disait, il y a Apple, il y a Uber qui vont faire leurs annonces le 3 août. On enregistre le podcast le 2 août 2023 et tout ça va sortir dans environ une semaine. Simon, avant que je te laisse filer, est-ce que tu as des choses à rajouter pour notre audience? Bien, le seul point que je voulais mentionner pour en effleurer le sujet, c'était au niveau de l'économie américaine. Tu sais, ce qui fait qu'une économie est dynamique, là, on veut que l'emploi soit élevé, l'inflation soit faible, puis que les revenus réels, là, net après inflation, soient présents. Puis honnêtement, il faut admettre, là, pour la première moitié de l'année, là, on a eu la semaine dernière des résultats du PIB américain, une hausse de 2,4 %. On voit l'inflation qui commence à se calmer, puis on voit un marché de l'emploi qui est très dynamique. Bien, c'est vraiment étonnant. Donc, en ce moment, puis on voit de plus en plus un terme, là, c'est vibe session, parce qu'il y a tellement de gens qui anticipent une récession, mais finalement, le monde, ils ont un sentiment très pessimiste encore aujourd'hui ou de scepticisme face à l'environnement du marché boursier puis à de l'économie. Mais entre le sentiment puis les données réelles, en ce moment, il y a vraiment un écart parce que des fois, on pourrait demander aux investisseurs, Hmm. qu'est-ce que vous voudriez de plus? On a jusqu'à présent tout. Même le Nasdaq a fait sa meilleure Ben performance oui. depuis 40 ans dans la première moitié de l'année. Donc, sans dire que tout est rose, qu'il n'y a pas de défis, puis que l'inflation est complètement contrôlée, je dirais pas ça. Je pense qu'on a beaucoup de défis, puis entre autres, d'après moi, on peut vivre encore une inflation plus élevée qu'on a connue dans le passé. Ça va être une nouvelle réalité, probablement il faudra auquel s'ajuster. Mais force est d'admettre que peut-être la situation est moins dramatique qu'on l'avait imaginé. Bien Donc, sûr. jusqu'à présent, c'est ce qu'on a vu dans les résultats trimestriels. Même chose au niveau des données américaines, au niveau pour prendre le pouls de l'économie américaine jusqu'à présent. Hmm. C'est bien dit. Simon Plante, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que les gens qui nous écoutent auront davantage une vision claire sur ce qui se déroule, sur l'état du marché boursier également, sur la suite. N'oubliez pas également ajouter, venez nous suivre sur YouTube. Tous les différents podcasts maintenant sont en format vidéo. On a beaucoup également de contenu exclusif, donc allez y jeter un petit coup d'œil. Simon Plante, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Fantastique.